Quelle est la recette pour assurer de bons rendements dans notre système agricole ? De l'eau, du soleil, un sol fertile, bien sûr, mais aussi des machines pour être plus efficaces et de la chimie pour booster et protéger nos plantations. Pour préserver nos cultures des maladies et des ravageurs, on utilise des pesticides. Pour les insectes, on parle d'insecticides, dont un tiers d'entre eux font partie de la famille des néonicotinoïdes. Ces derniers sont vivement contestés depuis les années 2000 et ont été interdits en France en 2018. Mais pourquoi ? Comment fonctionnent-ils ? Que visent-ils ? Et présentent-ils des risques pour l'environnement ? Entre 1945 et aujourd'hui, la Terre voit la population humaine tripler. Pour nourrir tout le monde, la machine agricole doit produire toujours plus et bascule dans un nouveau mode de production, l'agriculture intensive. Un des leviers d'action de celle-ci est la pulvérisation de produits chimiques dans les champs pour lutter contre les ravageurs. Le premier insecticide massivement utilisé, c'est le DDT, qui se développe fortement dans les années 70. Puis, en 1991, arrive l'imidaclopride, le premier des néonicotinoïdes. Cette famille domine le marché depuis, grâce à leur efficacité remarquable. Et est-ce que cette stratégie marche ? Oui, indéniablement. Sur ces graphiques, les premières utilisations de pesticides arrivent ici, et les néonicotinoïdes, ici. On peut clairement voir leur impact positif sur la production agricole. Les néonicotinoïdes sont aussi beaucoup utilisés sur le maïs. Tout comme pour le blé, la production de maïs a été fortement favorisée par cette famille d'insecticides. En général, les néonicotinoïdes sont épandus au sol ou pulvérisés directement sur les cultures. Ils peuvent aussi être injectés dans les plantes, mais surtout servir d'enrobage des semences. Mais concrètement, comment fonctionne un néonicotinoïde ? Les néonicotinoïdes agissent directement sur le système nerveux des insectes. Allons voir ça de plus près. Quand l'insecticide atteint le système nerveux de l'insecte, il s'immisce entre les neurones et provoque des influx nerveux. Sauf que l'imidaclopride stimule tous les neurones en même temps et de façon anarchique, ce qui sature complètement le système nerveux et provoque ainsi la paralysie et la mort de l'insecte. Mais cet insecticide ne fait pas le tri. Il impacte de nombreux insectes avec qui il entre en contact. Comme par exemple le monarque. Ces papillons américains présentent des signes d'empoisonnement et ont 80% de chances de voir leur espérance de vie réduite avec de l'imidaclopride. Mais les insectes ne sont pas les seuls à être affectés par cette molécule. D'autres espèces y sont aussi confrontées, soit par ingestion directe, soit par bioaccumulation, c'est-à-dire l'accumulation des molécules tout au long de la chaîne alimentaire. Par exemple, les chauves-souris. Elles voient leur sonar interne, l'écolocalisation, complètement déréglé. Lorsqu'elles mangent des insectes qui contiennent de l'imidaclopride, elles l'assimilent puis l'accumulent. Les chercheurs ont alors montré que la molécule agit sur leur cerveau en perturbant les fonctions vocales, auditives et la mémoire spatiale. On trouve aussi des risques de mortalité pour toute la faune aquatique, comme le montre cette étude sur un lac japonais. Nous voyons très bien la chute de toutes les espèces étudiées après l'arrivée des néonicotinoïdes. Une étude de 2020 en Chine a quantifié la présence de 6 d'entre eux dans des sédiments aux abords de zones urbaines et agricoles. Tous les échantillons ont présenté la trace d'au moins un néonicotinoïde et l'imidaclopride était présent dans 86% d'entre eux. Cette forte représentation de l'imidaclopride s'explique par son utilisation intensive, mais aussi par sa persistance. En effet, sa durée de vie dans les écosystèmes doit être prise en compte lorsque l'on s'intéresse à son impact sur l'environnement. L'imidaclopride a la persistance la plus importante, sa demi-vie étant estimée entre 160 et 970 jours selon le milieu dans lequel il est répandu. Avec tout cela, on comprend que la question des néonicotinoïdes est complexe et intègre des enjeux aussi bien socio-économiques qu'écologiques. Ils ont été un soutien important des rendements et de la filière agricole, mais leur impact sur la biodiversité et les écosystèmes doivent aujourd'hui être pris en compte. C'est pourquoi leur statut est grandement débattu. Il revient à nous, en tant que société, de décider quelles sont nos priorités et de trouver ainsi les bons compromis entre rendement et environnement. Alors, qu'en faisons-nous ?